Bien, nous allons donc commencer. Lorsque je préparais ma leçon inaugurale, la veille de la leçon, l'administrateur de l'époque, M. Laporte, m'a téléphoné pour me demander si j'avais bien écrit ma leçon. J'étais étonné, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'un de mes collègues avait oublié de le faire ou avait oublié son texte à la maison et que ça ne s'était pas très bien passé, le spectacle n'avait pas été de qualité. Alors j'ai rassuré M. Laporte, j'avais écrit mon texte et comme je ne sais pas lire en public et que j'ai l'habitude de faire mes cours sans jamais les écrire, le spectacle n'a pas été non plus de qualité. Mais j'ai retenu la leçon et donc cette fois-ci aussi j'ai écrit mon texte et je vais devoir le lire, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Et donc le spectacle ne sera pas de qualité, vous voudrez bien m'en excuser. Alors, on commence. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, j'ai toujours comparé la prestation d'un professeur en chaire à celle d'un acteur. Je vois bien à votre exceptionnelle présence qu'il faut que le spectacle se termine et que vous attendez de moi le feu d'artifice final avec sa rhétorique et ses trémolos d'usage. Vous les aurez, mais permettez-moi d'abord de finir mon travail de professeur, c'est-à-dire de conclure le cours de cette année. J'ai essayé d'y répondre aux défis impossibles auxquels tous les professeurs du collège, année après année, ont à faire face. Dire du nouveau sur des sujets anciens. Comme on n'est jamais trop prudent, j'avais donné dès l'an dernier mon cours de conclusion, intitulé « Bilan de 60 années de recherche sur l'histoire de l'Inde ancienne ». Le sujet traité cette année, l'histoire et l'art du Gandhara, en apparence n'a rien de nouveau. Il a depuis 150 ans généré une énorme bibliographie, d'où surnagent quelques grands textes. Je l'ai repris parce qu'un éditeur me l'a demandé et que de nouvelles découvertes nous forcent à changer radicalement notre perception de la région, de son histoire et de son art. Il se trouve aussi que ce sujet résume ma carrière et mes intérêts. Il exige la connaissance du terrain, des textes, des langues et des objets, la fréquentation des musées et celle des collectionneurs. Il renvoie autant à ce que j'ai appris de mes maîtres Louis Robert et Daniel Schlumberger qu'aux informations communiquées depuis 50 ans et cette année même par mes collègues français et étrangers. Pourtant, il concerne un tout petit bout de terrain, le district de Peshawar, au Pakistan, qui, comme vous le voyez, est une cuvette remplie d'alluvions, abondamment arrosée par des fleuves pérennes, la rivière du Swat et la rivière de Kaboul, qui, comme cette année, souvent débordent, apportant la destruction, mais revivifiant le sol. Cette cuvette, outre ses étés un peu trop chauds à mon goût, a le bonheur et le malheur d'être la porte presque unique de l'Inde du Nord. C'est par ce district que sont venues toutes les armées et toutes les hordes d'Asie centrale, des Achéménides aux Mongols, en passant par Alexandre le Grand et Kanishka. La guerre, sur le papier, ce sont des noms de bataille et des chiffres de morts. C'est tout à fait abstrait. C'est parfois même joli. Napoléon et César restent de grands hommes. Regardez l'image qu'ont voulu donner de tous ces conquérants. Voici quelques monnaies de ces conquérants de l'Inde du Nord passés par cette région d'Agatok à Ouvishka. Eh bien, regardez l'image qu'ont voulu donner de même tous ces conquérants. Le grec Ménandre, par exemple, représenté en guerrier et qui est censé avoir dialogué avec les moines bouddhistes. Azès I, sous qui, nous le savons aujourd'hui, le bouddhisme s'étant développé au Gandhara. Les couchants Vimakatphises ou Vishka. Regardez ces têtes, ils se sont tous fait
ils se sont tous fait tirer le portrait en soudard. Ne croyez pas Mégasthène quand il dit que les armées indiennes passaient par les campagnes sans déranger les paysans. Où a-t-on vu cela? La guerre, c'est le massacre, le viol organisé, le pillage, même en Inde. Écoutez Ashoka se repentir. 8 ans après mon sacre, j'ai conquis le Kalinga. 150 000 personnes ont été déportées. 100 000 y ont été tuées. Plusieurs fois ce nombre ont péri. La conquête d'un pays indépendant, c'est alors le meurtre, la mort ou la captivité. Tous sont alors victimes de violences, du meurtre ou de la séparation d'avec ceux qui leur sont chers. Imaginez ce que représentent ces chiffres dans un pays qui, alors, était fort peu peuplé. C'était au IIIe siècle avant notre ère. Les Grecs et les envahisseurs qui les ont remplacés ne faisaient pas non plus de quartier quand on leur résistait. Lisez le récit de l'expédition d'Alexandre dans les montagnes au nord du Gandhara et au Pendjab. Il n'est question que de carnage, de villes rasées, de prisonniers massacrés, de populations réduites en esclavage. Après Alexandre, les invasions se sont succédées à un rythme très rapide. Nous ne savons rien de la traînée de sang qu'elle laissait derrière elle. Nous ne savons rien du coût humain des luttes intestines pour le pouvoir que notre documentation, malheureusement très réduite, nous laisse néanmoins deviner. Les massacres racistes et la moderne imbécilité des guerres linguistiques furent au moins épargnés aux populations. Le polythéisme généralisé leur a aussi évité l'abomination des guerres de religion. Les dieux païens ne s'excluent pas, ils font sans difficulté place aux divinités nouvelles qui parfois reçoivent les noms et attributs des dieux indigènes et inversement. Malheur aux vaincus, dans un premier temps, a toujours été la devise du vainqueur. Après, il arrive qu'on reconstruise et qu'on pense les plaies des survivants. Les nouveaux et temporaires maîtres du pays réservaient l'essentiel du pouvoir à leurs clans et à leurs fidèles. Mais les populations locales, une fois soumises, certaines élites en tout cas, semblent n'avoir pas été trop maltraitées, parfois même associées au pouvoir. Que ces reîtres diadémés, et pour certains mégalomanes, aient construit des palais que nous n'avons pas encore retrouvés, des centaines de fortifications gigantesques pour protéger villes et villages, ça c'est la base des fondations de Taxila, et pour certains d'énormes temples dédiés à leurs ancêtres, comme ici le temple de Surkotal qui fait 70 mètres de large sur une colline entaillée de 70 mètres de haut et des bâtiments au-dessus qui devaient avoir une trentaine de mètres de haut. Donc qu'ils aient construit d'énormes temples dédiés à leurs ancêtres n'en fait pas nécessairement des protecteurs des arts et des lettres. Deux d'entre eux, pourtant, Ménandre et Kanishka, ont acquis auprès des Indiens cette réputation. Quoi qu'il en soit, des environs de 100 avant notre ère à 200 de notre ère, près de 3 siècles de continuelle invasion n'ont pas empêché ou ont provoqué, grâce au brassage des populations, des idées, des religions, grâce aussi aux ressources provenant du pillage de l'Inde du Nord, une révolution artistique. C'est l'art du Gandhara. Voici un des sites célèbres du Gandhara, c'est Arti Bahai. C'est l'art du Gandhara qui, mis au service d'une religiosité profondément indienne, bouddhiste essentiellement, mais pas exclusivement, des techniques et une sensibilité de type grec. Ces 3 siècles ont ainsi vu et permis la diffusion en Asie centrale, en Chine, au Japon, en Corée, jusqu'à nos jours, du bouddhisme et des techniques et concepts pan-indiens qui lui sont inhérents, permettant la fusion de l'art du Gandhara et de l'art traditionnel de Mathura. Ils ont abouti à la constitution d'une image indienne du Bouddha qui a conquis toute l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
ce petit district de 100 km sur 100 km a été le creuset d'un bouleversement religieux majeur, d'une explosion intellectuelle et artistique dont l'Inde contemporaine, un temps, fut fière. Aujourd'hui, seuls quelques Pakistanais travaillent sur ce sujet. Nos collègues indiens sont hélas absents de ces études, pourtant en plein renouvellement. Il y a 50 ans, l'essentiel semblait dit. Alfred Fouché avait, dès 1905, parfaitement expliqué l'iconographie de l'art du Gandhara. Le grand article de Daniel Schlumberger, descendant non méditerranéen de l'art grec, paru dans Syria en 60, nous avait presque débarrassé de l'idiote question des origines grecques ou romaines de cet art, en montrant que l'art grec, c'était aussi l'art de l'Iran grec, l'art de la Bactriane grecque et Kouchan qu'il avait retrouvé d'abord à Surkotal, c'est le temple que je vous ai montré tout à l'heure, puis à Aïranoum, où il a fait la première campagne de fouilles, et que cela n'empêchait pas des contacts, parfois très étroits, avec le monde romain. Alexandrie d'Égypte, par exemple, excusez-moi, donc avec un art lui aussi héritier de l'art grec. Restait le problème de la chronologie, apparemment insoluble, d'où chaque année une multiplicité d'articles plus imaginatifs et inutiles les uns que les autres. Restait aussi à changer de méthode et à se refuser d'émettre de belles idées générales à partir de quelques pièces exceptionnelles pour plutôt essayer de créer des corpus et étudier en historien de l'art, pas en iconographe, l'énorme production sortie 5 siècles durant de très nombreux ateliers. Les fouilles clandestines, les trouvailles de hasard, parfois mêlées de faux peu reconnaissables, et les résultats de la mission archéologique italienne du SWAT nous ont fait peu à peu progresser. Voici un des chapiteaux d'Aïranoum. Ces fouilles et clandestines ou archéologiques nous ont fait peu à peu progresser, sans parfois que nous soyons conscients de l'importance des changements que ces découvertes, une fois additionnées et confrontées, apportaient. L'étude des inscriptions et des monnaies apparaissant sur le marché des antiquités a permis de préciser la chronologie relative des souverains et a montré l'imperfection de toutes les chronologies de l'art du Gandhara jusqu'ici proposées. On sait aujourd'hui, à quelques années près, et après quel tâtonnement, quand et comment l'image humaine du Bouddha fut créée. Bouleversement artistique tout à fait évident et bouleversement religieux également évident, bien que plus difficile à évaluer. On s'aperçoit que les 2 premiers siècles de notre ère furent l'objet d'échanges intenses entre la Bactriane et le nord de l'Inde, entre les multiples et divers ateliers gandhariens et mathouriens, que ce fut une période d'innovation continuelle où les modèles aniconiques anciens coexistèrent longtemps avec les créations nouvelles. Celles-ci, en fait, ne les éliminèrent jamais. La population indienne n'a pas besoin d'images pour honorer ses dieux. Une pierre, un arbre, souvent suffisent. Il nous faut décidément rompre avec le modèle historiciste linéaire, qui veut qu'une création succède à l'autre et la remplace, alors que la réalité était celle d'une multiplicité de goûts, de styles, de techniques, jusqu'à ce qu'en art, certaines techniques narratives et l'image devenue classique du Bouddha s'imposent. Alors, je vais vous remontrer quelques images. Voici donc l'Héraclès de Hadda, le Vajrapani qui semble dater du IIIe siècle et qui est un des prototypes tout à fait, qui est un des cas tout à fait clairs où on attribue l'origine de ces images à la Grèce antique. Et en voici un autre, tout aussi célèbre aussi, où l'origine est censée être romaine.
voici l'inscription de Senavarma, qui est une des inscriptions les plus importantes publiées dans les 50 dernières années, qui nous renseigne sur la façon dont le bouddhisme s'est implanté au Gandhara aux environs de 30 de notre ère, à part que ça fait également connaître un souverain ou un sous-souverain couchant complètement disparu. Voici donc l'image connue maintenant du Bouddha, image classique sur une monnaie de Kanishka, censée avoir protégé le bouddhisme. Et cette image est une image qui certainement a été créée bien avant. Et l'on arrive donc à cette création classique où vous avez des Bouddhas debout de ce type et de type très hellénisé, ou des bodhisattvas debout également de type très hellénisé, alors qu'au même moment, vous avez des reliefs aniconiques. Celui-ci est un relief ancien du Swat, probablement des années 40 de notre ère, où le Bouddha est censé descendre par cet escalier du ciel des 33 dieux, accueilli par la nonne ou Palavarna, et en fait le Bouddha est représenté par ses pieds. Or, ces représentations aniconiques qui sont typiques de l'art indien bouddhique ancien, vous les trouvez beaucoup plus tardives sur des beaucoup plus récents, sur des images de ce type, qui ont au moins un siècle de plus que l'escalier que je vous ai montré, alors que ce qui va devenir standard, l'image standard de la descente du ciel des 33 dieux dans l'art du Gandhara, c'est quelque chose de beaucoup plus fourni en personnages, comme vous pouvez voir, et non seulement le Bouddha est représenté sous forme humaine, mais il est représenté 3 fois. Quant au... Alors, ce qui a changé aussi, c'est que l'étude fastidieuse, mais tout à fait enrichissante, des manuscrits des grands textes du Mahayana, et en particulier du Sutra du Lotus, la découverte et l'exemplaire publication des manuscrits Gandhari, vous avez là les manuscrits Gandhari du British Museum, tels qu'ils apparaissent avant restauration, ce sont des rouleaux d'écorce de bouleau, voilà ce que ça donne après restauration, et vous imaginez le travail que cela donne pour la publication. Ça a été fait de manière exemplaire par nos collègues américains et nos collègues allemands. Donc, la découverte et l'exemplaire publication des manuscrits ont révolutionné l'image occidentale et cartésienne que nous avions d'un bouddhisme clairement divisé en petits et grands véhicules, doctrine jugée par nous incompatible et donc en conflit. Le bouddhisme ancien, irreligieux, athée même, rationaliste, ennemi du sentiment et de la dévotion, se serait heurté à un nouveau bouddhisme extramonacal, celui du grand véhicule, rêveur, fantastique, dévotionnel, idéaliste, compassionnel. Ça, c'est l'image traditionnelle. En fait, comme déjà Xuanzang l'avait noté, moines hinayanistes et mahayanistes vivaient dans les mêmes monastères, pratiquaient les mêmes exercices de méditation et les mêmes formes d'ascèse, observaient les mêmes rituels, observaient les mêmes règles de discipline, mais ne partageaient pas la même conception de la délivrance. Les manuscrits du Badjaour, vous en avez un là, démontrent ce que l'on pressentait. La première ébauche des grands textes du Mahayana date du 1er siècle de notre ère. C'est une élaboration monacale qui pousse à l'extrême la logique des doctrines anciennes. Ni les laïcs, ni les moines instruits ne voyaient le Mahayana comme une hérésie. C'est un moine érudit, connaisseur de la totalité des textes bouddhiques anciens, connaisseur des 3 corbeilles, un Tripitaka, son nom et son titre sont là, qui dédie le premier groupe où la grande divinité du Mahayana, Avalokiteshvara, soit clairement identifiable. Vous avez là un relief typiquement mahayanique dédié par quelqu'un qui est un
moine dont on ne connaît pas la filiation, mais qui est un moine qui connaît parfaitement les textes anciens, ou du moins le prétend. Tout ceci impose de reprendre le pourtant irremplaçable livre du grand Alfred Fouché. Je ne le ferai pas. Il y faut de plus jeunes que moi, à l'œil neuf, et qui auront du temps devant eux. C'est pourquoi je quitte cette chaire sans regret aucun, mon travail aujourd'hui pour l'essentiel achevé. Le grand âge n'est plus automatiquement synonyme de perte de mémoire et d'assouplissement. À 85 ans, mes deux collègues et amis Jacques Gernet et Gilbert Lazare viennent de publier des livres que j'aurais été fier d'avoir écrits. Mais les ruptures, les idées nouvelles, la conception d'entreprises de longue haleine sont le fait de la jeunesse. Il faut avoir l'insolence de la jeunesse pour oser remettre en cause les enseignements partout admis. Il faut avoir le courage inconscient de la jeunesse pour affronter l'incrédulité des collègues dont on conteste toutes les certitudes. Les grandes œuvres ne se bâtissent pas à 60 ans. Champollion avait 30 ans lorsqu'il déchiffra les hiéroglyphes, 41 quand il fut nommé au collège et 42 quand il mourut. Eugène Burnouf, le créateur de l'indianisme moderne, dont vous pouvez voir le buste en sortant de cette salle, c'est le plus beau des trois, avait 31 ans lorsqu'il prononça sa leçon inaugurale. Le maître de tous les indianistes français, Sylvain Lévy, également. Louis Robert et Émile Benveniste avaient 35 ans lorsqu'ils prirent possession de leur chaire. Je souhaite au collège futur beaucoup de Louis Robert, beaucoup de Benveniste. Le collège est un des meilleurs endroits au monde pour construire et mener à bien dans la durée une œuvre innovante et donc dérangeante. La conclusion logique de cette tirade, c'est que j'aurais dû prendre ma retraite depuis longtemps pour laisser place à plus jeunes que moi. Vous n'auriez certainement pas perdu au change. Je ne me suis pas agrippé à ma chaire parce que nos locaux sont désormais somptueux et que le collège tient du paradis sur terre pour ses professeurs. Mais ayant souvent dit qu'une recherche non publiée est une recherche non faite, je ne voulais pas partir sans avoir publié tous les documents qui m'avaient été confiés ou que j'avais découverts. J'avais besoin pour cela des crédits et de l'environnement du collège. La recherche, aujourd'hui, n'a plus rien d'individuel. La signature unique que porte encore tel livre ou tel article est un leurre. Les connaissances se sont tellement accrues qu'elles ont entraîné une spécialisation interdisant toute vue d'ensemble, sauf à travailler avec des collègues à qui l'on fait confiance et qui vous complètent. J'ai essayé de rendre à mes jeunes collègues la confiance que mes maîtres m'avaient accordée. Chaque fois que les usages académiques me l'ont permis, j'ai tenu à faire figurer leur nom sur la page de garde des livres que je publiais, hommage sincère et justifié aux compétences et aux idées nouvelles dont ils m'avaient fait bénéficier. La technicité des moyens aujourd'hui mis à notre disposition fait que les collaborateurs dits techniques sont eux aussi des acteurs essentiels, bien que très mal reconnus, de toute recherche. J'ai eu la chance, grâce au collège, de me faire aider par des personnels d'une compétence et d'un dévouement exceptionnels, dans ma chaire comme à l'Institut d'études indiennes, dont la direction me fut jusqu'à cette année confiée. Au-delà, je sais tout ce que je dois au personnel du collège, ceux qui viennent débloquer les ordinateurs et les photocopieurs dont nous ne savons pas nous servir, ceux qui se demandent comment payer les factures parfois pas très orthodoxes que je leur transmets, ceux qui se débrouillent en souriant pour me trouver une salle aux heures et jours qui me conviennent, ceux aussi qui en ce moment même assurent la bonne tenue de cette ultime séance, tous les personnels du collège en fait, que je ne puis tous ici désigner, qui tous mériteraient pourtant de l'être. Ils en font bien souvent plus que ce qui leur est statutairement et indiciairement demandé. Ils sont l'ossature du collège. Si par malheur ils perdaient foi en lui, s'ils perdaient foi en nous, le collège perdrait beaucoup de son efficacité et de son âme. Et puisque j'en suis, non à la fin de mon discours, ça vous n'avez pas de chance, mais au remerciement,
je me dois d'avoir un mot pour les 5 administrateurs que j'ai connus et qui, bien seuls, très souvent, ont assuré, aux dépens de la fin de leur carrière scientifique et de leur vie personnelle, la survie et le renouveau du collège. C'est grâce à eux que j'ai pu travailler, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous sommes tous ici réunis. Puisque c'est mon dernier cours et que nous sommes en juin, dans quelques instants, il sera l'heure pour vous de chanter « Vive les vacances », « À bas les pénitences », « Les cahiers au feu », « Le maître au milieu ». Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont chanté ça dans leur extrême jeunesse. Mais comme ce n'est pas dans les usages du collège, vous préférerez, j'espère, m'écouter commenter à ma façon ce récit de fin de cours que beaucoup d'entre nous avons jadis recopié sous la dictée d'un instituteur ou d'une institutrice. Une fois n'est pas coutume, je me permettrai même d'être un peu moins laïque que je ne le fus dans ma vie entière, c'est-à-dire de laisser transparaître en cours mes idées sur le monde d'aujourd'hui. Vous trouverez sans doute que j'enfonce des portes ouvertes, que tout cela est bien dépassé et trop nostalgique. Vous aurez sans doute raison, et même raison d'y voir un signe avant-coureur de vieillesse avancée. Voyez qu'il est temps que je m'en aille et que je cède la place à quelqu'un qui regardera davantage vers l'avenir. Souvenez-vous quand même que les historiens, à force de se méfier de l'anachronisme et des fausses analogies, savent bien qu'en parlant du passé, on ne cesse jamais de penser au présent et parfois même à l'avenir. Le texte que vous avez là, qui se termine par « Je vous prie d'être bien attentifs », ce texte a nourri le patriotisme français. Il a pendant des années dirigé les yeux de tous les écoliers français vers la ligne bleue des Vosges. Il est en filigrane dans le serment de Coufra, c'est celui que Leclerc a fait en 1941. Il m'émeut toujours, car cette fierté d'être français, je la ressens, cet amour de l'école, de la République et de la langue française, moi qui sais tous mes verbes, je l'ai au fond du cœur. Je ne suis pourtant ni alsacien, ni lorrain, mais fils d'immigrés arrivés en France sans métier, sans argent, sans papier, fuyant l'Allemagne nazie et l'antisémitisme polonais. Mes parents ont connu les lois Laval. Nous avons dû vivre dans la clandestinité pendant toute la guerre. Ces souvenirs et d'autres me sont revenus à la mémoire quand, il y a une quinzaine d'années, ma mère, restée apatride car ne voyant pas la nécessité de voter, veuve d'un engagé volontaire de la Deuxième Guerre mondiale, mère de 2 enfants nés en France, dont l'un professeur au Collège de France, depuis 50 ans en France, s'est vue intimer l'ordre de retourner en Pologne devenue démocratique. Il m'a fallu de longues démarches pour obtenir sa naturalisation. Ces souvenirs me sont revenus à la mémoire qu'en me présentant à la préfecture de Strasbourg pour renouveler ma carte d'identité, il y a 12 ans de cela, un employé en application des lois Pasqua voulut d'abord obtenir d'un juge la confirmation que j'étais français. Cela ne m'était jamais arrivé. Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Je crains qu'il ne soit dans la nature humaine que toujours il ne le reste. Mais ma France, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle de Laval et de Pétain, de Bousquet et de Papon. C'est celle des paysans de la région de Saint-Lô, en Normandie, qui, pendant toute la durée de la guerre, ont fait semblant de croire que l'épouvantable accent de ma mère était alsacien. C'est celle de Nathan Korb, alias Francis Lemarque, de Jean Tenenbaum, alias Jean Ferrat. C'est la France de la résistance et de la France libre. C'est celle de tous ces enseignants qui, de l'école primaire à l'université, m'ont transmis l'amour des grands textes et l'esprit critique de Voltaire et Diderot, n'ont jamais fait allusion ni à mes origines ni à ma supposée judéité et sont allés bien au-delà des exigences de leur métier pour que je réussisse mes études. C'est celle de tous les maîtres et collègues et amis qui ont pris le relais et m'ont fait gravir en courant tous les degrés de la carrière universitaire. Jamais dans ma vie professionnelle, personne ne m'a fait sentir que je n'étais français que de hasard et que, né de parents juifs, agnostique de nature, je n'appartenais pas au monde de la prétendue vraie France. Ma France était au moins aussi patriotique que l'autre, mais elle était aussi internationaliste. C'est la France de ceux qui se battaient en prenant parfois beaucoup de risques
contre la guerre au Vietnam, pour la paix en Algérie. C'est celle où chaque année on commémorait l'exécution par les Allemands de Manouchian, français de préférence, comme disait Aragon, en récitant ses propres mots que répète Aragon et que chante si bien Léo Ferré. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Ma France rêvait de paix et de fraternité universelle. Nous en sommes revenus. Mais au milieu de l'écroulement de nos illusions et de nos espérances, il reste une chose, la réconciliation franco-allemande, pas celle des gouvernements, toujours fragiles et menacés, celle des hommes qu'il faut espérer plus solides. Mon père a refusé de parler sa langue maternelle, l'allemand, devant ses enfants. J'ai refusé d'apprendre l'allemand au collège. Ce sont mes maîtres à l'université qui m'ont ramené à la raison en me montrant la grandeur de la littérature et de la science allemande. J'ai appris en fréquentant plus tard mes collègues d'Outre-Rhin, en lisant aussi des livres comme le témoignage poignant de Maria Calais, que je suis fier d'avoir contribué à faire éditer, que tous les Allemands n'ont pas un cœur de pierre. Préparant ma thèse, j'ai eu la surprise de recevoir d'un collègue allemand que je ne connaissais pas, Georg Budrus, sans l'avoir sollicité, une documentation inédite et en outre déjà élaborée. Un peu plus tard, Karl Lietmar, autrichien devenu allemand, par nécessité, disait-il, est venu me demander de travailler avec son équipe au Pakistan le long de la Karakoram Highway. Mes collègues de Freiburg et Merlin m'envoient, hier encore, sans que j'aie à les solliciter, les documents et publications dont ils pensent qu'ils pourraient m'intéresser. Aucun de mes collègues allemands ne m'a jamais demandé pourquoi, avec un nom germanique, je ne parlais ni alsacien ni allemand. Ils ne se sont pas souciés de mes origines juives, que je n'ai jamais cachées, ni de mes opinions politiques, tout aussi visibles et qu'ils ne partageaient pas. Nous n'avons pas eu l'internationale des peuples. Du moins, ai-je le privilège d'avoir participé pendant 50 ans à l'internationale des savants et avoir aidé à la constituer. L'université française a beaucoup évolué depuis les années 60, souvent grâce au CNRS. Les échanges internationaux se sont multipliés. On ne parle plus de sciences françaises et de sciences allemandes comme dans ma jeunesse. Les meilleurs étudiants vont faire une partie de leur apprentissage auprès de maîtres étrangers qui eux aussi ont beaucoup changé. Nous n'avons plus à nous demander ce qu'ils ont fait pendant la dernière guerre. J'ai beaucoup reçu de la France. Je vous épargnerai l'énumération de la kyrielle de grands noms de l'université qui m'ont poussé vers les sommets, si sommets il y a. J'ai beaucoup reçu aussi de mes collègues étrangers de tous les continents et j'ai fait de mon mieux pour payer mes dettes envers chacun. Le collège m'y a aidé. Je suis fier d'avoir... Ça, c'est la conclusion. Le collège m'y a aidé. Je suis fier d'appartenir encore à l'institution française, sans doute le plus tôt et le plus largement ouverte sur le monde. Grâce à elle, j'ai pu inviter à Paris près de 60 collègues étrangers, allemands, anglais, italiens, américains, indiens, pakistanais, russes, ouzbeks, géorgiens, j'en oublie peut-être. Presque tout ce que l'indologie compte aujourd'hui de bons savants est venu parler et travailler ici. J'ai aussi contribué, avec mes autres collègues, à faire élire au collège quelques savants étrangers, dont au moins 2 Allemands et qu'ils sont restés. Alors, quand un maître d'école, non français de naissance, prussien ou de toute autre nationalité, un jour ici enseigne quelque matière que ce soit, soyez sûr que notre pays ne perd pas au change et qu'en l'écoutant, vous contribuez à votre manière à construire la fraternité entre les peuples. Et comme cette dernière leçon a été un peu courte, parce que je n'avais pas grand-chose à dire, et qu'en France, tout finit par des chansons, permettez-moi de vous offrir celle-ci. Je tire ma révérence et m'en vais au hasard par les routes de France et de Navarre. Mais dites-lui quand même simplement que je l'aime
Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout. J'avais sa préférence, j'étais son seul bonheur. Hélas, les apparences et le sort sont trompeurs. Un autre a pris ma place, tout passe, tout casse, tout lasse. Des grands mots, oh pourquoi, non dites-lui, bonjour pour moi.